Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 15e étape du Tour de France. On va revenir sur le parcours, sur les difficultés, sur la stratégie de cette étape, bien entendu. Comme d'habitude, tourisme, gastronomie, vous en avez l'habitude. Allez! N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris pour cette étape, quelle est votre grosse cote. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires, mais c'est seulement si vous avez les moyens. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures. Ça permet comme ça de mettre plus en avant les vidéos juste après leur mise en ligne sur YouTube. Et je remercie également les gens qui font cet effort. On commence tout de suite avec cette 15e étape. 15e étape qui clôture cette deuxième semaine, assez courte, il faut bien le dire. C'est peut-être même la semaine de l'histoire du Tour de France avec le moins de kilomètres. Parce qu'avec un contre-la-montre très court, et puis on n'a jamais dépassé les 200 km sur les étapes, c'est vrai que c'est pas forcément, on n'a pas eu forcément des journées très longues. Très clairement, du côté de cette étape, que dire ? Pour moi, trop dur pour les sprinteurs, pas assez dur pour les coureurs du général. Typiquement une étape pour baroudeur. On a des côtes qui sont trop compliquées pour les sprinteurs, même les Guermeil, même les autres, avec le pas du sang. On va avoir des passages à 10% et plus de 10%, donc là c'est trop dur. Et puis en même temps, du côté des coureurs du général, cette côte elle est quand même à 50 bandes de l'arrivée. En gros, il y a un peu plus de 2000 mètres de dénivelé positif, mais c'est pas non plus extraordinaire. C'est typiquement une étape pour baroudeur, parce que au niveau du classement général, ça sera comme une journée de repos avant l'heure. Et ouais, c'est typiquement une étape pour baroudeur. Et ça peut être vraiment la chance pour beaucoup de coureurs de s'imposer. Parce que bon, on s'aperçoit quand même cette année, des coureurs qui jouent le général, on en a une dizaine, petite quinzaine qui jouent le général véritablement. Ce qui fait qu'on se retrouve à avoir énormément de grimpeurs de qualité dans les échappées en montagne. Donc autant vous dire que si vous ne faites pas partie du gratin des meilleurs grimpeurs, ou du gratin des meilleurs coureurs mondiaux, vous n'avez aucune chance. Sur une étape comme celle-là, même si vous n'êtes pas le meilleur, vous pouvez gagner. Pourquoi ? Parce que ça va être tactique dans le final. Parce que dans les 40 derniers kilomètres, c'est de la descente et ensuite c'est du plat pour rejoindre Carcassonne. Ça sera tactique. C'est une étape où il ne va pas falloir se rater. Pas falloir se rater pour prendre l'échappée, mais pas falloir se rater également pour gagner. Parce qu'il va falloir être bon, il va falloir sentir les choses. Et ce qui va être sympa dans cette étape, c'est que ce n'est pas forcément le meilleur qui va gagner. Mais certainement, ça sera un coureur intelligent. Ou sinon, il faudra vraiment être au-dessus du lot. Parce que il faudra que vos erreurs soient pardonnées par vos qualités physiques. Donc moi, je pense que ça va être tactique vers Carcassonne. Et puis, la fatigue, on est en fin de deuxième semaine. On a eu une première semaine très animée. On est sur un Tour de France qui, quand même, on roule très très vite. On est sur un tempo sur ce Tour de France qui est hyper rapide parce que, alors on va dire c'est à cause de Pogacar, non, c'est presque plus la Visma qui provoque ce tempo rapide. Et puis comme on a du mal à prendre les échappées, on a souvent des étapes de montagne qui commencent avec du 50 km/h. Ouais, ça commence à se faire sentir. Et puis les opportunités d'étape pour les non-grimpeurs, il y aura Valence, mais Valence, moi j'ai peur que les sprinteurs soient quand même extrêmement motivés. Vu qu'il n'y aura pas les Champs-Élysées cette année pour eux, ou potentiellement ça sera compliqué les Champs-Élysées pour eux. L'étape en Franche-Comté, oui, parce que je pense que... ça dépendra là aussi de comment se démerderont les sprinteurs, certains sprinteurs, où on en sera du côté de la bagarre pour le maillot vert aussi à ce moment-là. Mais là, c'est vraiment une vraie opportunité, donc il faut vraiment la saisir du côté de cette étape. Dénivelé positif, 2315 mètres, c'est la 10e étape, voilà, dans ce classement des étapes avec le plus de dénivelé positif. Classement de la montagne, si j'ai bien fait mes comptes, on a 9 points au maximum, classement par points, 50 points, 20 points au sprint intermédiaire, 30 points à l'arrivée du côté des coureurs.
On regarde tout de suite le parcours de cette étape donc entre Muret, alors Muret c'est à côté de Toulouse, et Carcassonne. Là aussi, hein, quelle grande intelligence d'avoir fait une étape à Toulouse en début de deuxième semaine, d'avoir traversé les Pyrénées pour repartir à côté de Toulouse. Ça veut dire qu'au niveau des allers-retours, au niveau de l'écologie, c'est fantastique aussi dans la logique des choses sur ce Tour de France. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, il n'y a pas de ville étape, enfin de ville arrivée qui font ville départ le lendemain cette année sur le Tour de France. Et moi, je crois que j'ai jamais connu ça depuis que je regarde le Tour de France. Et je pense qu'il doit falloir remonter aux années 90, peut-être même fin des années 80, à l'époque où il y avait encore les demi-étapes, ce qui fait qu'on avait beaucoup de kilométrage de transfert. Cette année, c'est exceptionnel, hein. Il y a presque autant de transferts que de kilomètres de course. Quand même aussi assez formidable. Donc une étape entre Muret et Carcassonne. Carcassonne, on connaît bien, hein, ces dernières années, on y est allé quand même plusieurs fois. 170 km au programme de cette étape de transition entre les Pyrénées et les Alpes. Début de journée, assez plat, on passera par Haute-Rive, Villefranche de Lauragais notamment, sprint intermédiaire à Saint-Félix-Lauragais, en haut d'une petite bosse de km 400 à 3,3% de moyenne, ça sera au kilomètre 60 à 110 km de l'arrivée. Et puis on attaque les trois difficultés du jour qui sont en milieu de journée. La côte de Saint-Ferréol, 1 km 7 à 6,3 de moyenne, côte de 3e catégorie, à moins de 100 km de l'arrivée, cette côte de Saint-Ferréol. 400 mètres à quasiment 11%, et puis ensuite ça devient un petit peu plus simple. On redescend de Saint-Ferréol, et quasiment enchaîné après Saint-Ferréol, on attaque la côte de Sorèze. Sommet au kilomètre 86, cette côte de Sorèze, 6 km 3 à 5,2 de moyenne. On la regarde tout de suite, cette côte de Sorèze, c'est assez régulier. Il y aura quand même 1 km à 7% de passage max, mais encore une fois, vous voyez que ce n'est pas suffisamment difficile pour des leaders du classement général pour faire des différences. Même si on aura encore 4 km à 2,2% pour finir, on va dire, cette côte de Sorèze qui ne sont pas comptés au classement de la montagne. Au kilomètre 90, c'est-à-dire à 80 km de l'arrivée, on redescend vers Dourgne, on passera vers Escoussens, je pense qu'on va prononcer comme ça, qui sera le pied de la difficulté la plus importante de la journée. Le pas du 100, 3 km, 9,2%, côte de 2e catégorie. Des très gros pourcentages dans ce pas du 100, c'est un gros mur, mais qui va durer 3 km. Avec notamment 600 mètres à 10,5%. Vous voyez, hein, ces deux premiers kilomètres et demi qui sont à 10% de moyenne. Donc ça fait mal. Puis après, ça redescend un petit peu sur les 600 derniers mètres, mais ça fait quand même une moyenne à 9,2%. Donc ça va être costaud le pas du 100 et ça devrait permettre de recomposer véritablement l'échappée. Et puis, en fait, cette montée du pas du 100, comme la côte de Sorèze, ça ne redescend pas tout de suite. Il faudra aller jusqu'au col de Fontbruno, 15 km 300 du pied ici à Escoussens jusqu'à Fontbruno, à 4,1% de moyenne. Donc ça veut dire que ça continue de grimper derrière, à des pourcentages moins importants que le pas du 100, mais ça continue de grimper. Et puis ensuite, ça redescend, mais au départ tout doucement, vers les Martyrs, au kilomètre 136,5, et puis après une descente un peu plus importante, jusque dans les 10 derniers kilomètres, du côté de Carcassonne, qui sera l'arrivée de cette étape. On regarde tout de suite les difficultés techniques du côté de Carcassonne. La zone de sprint qui, sur cette étape, sera à 4 km de l'arrivée. Je ne comprends pas là encore pourquoi on ne l'a pas mis même à 5, parce que vous voyez qu'il y a cette zone-là qui est assez technique. Autant je vous avais dit sur certaines étapes, pour moi, il fallait garder la règle des 3 km, qui est la règle habituelle, mais là, on met la zone de sprint dans une zone technique. Donc voilà, la zone, encore une fois, où à partir de cet endroit-là, en cas de chute, en cas de problème mécanique, vous êtes reclassé dans le temps auquel vous apparteniez à 4 km de l'arrivée. Donc vous avez cette zone-là avec pas mal de rétrécissements où il faudra passer un rond-point, où il faudra passer sur la gauche. Et puis ensuite, on aura des courbes rapides jusqu'au kilomètre. Au kilomètre, il y aura donc un virage à 90 degrés sur la droite, puis une courbe
je dirais, un peu plus ouverte vers 700 mètres de l'arrivée et la ligne de droite finale qui sera visible assez tardivement quand même, hein. 200 mètres à vue parce qu'il y aura encore une petite courbe ici donc qui cache un peu la vision de la ligne d'arrivée ici. Voilà. Après c'est pas hyper dangereux dans le dernier kilomètre, on est sur une arrivée. Voilà, à part cette zone là du côté de Carcassonne, sinon pour le reste ça va tranquillement. Voilà. Du côté de cette arrivée, surtout qu'on ne devrait pas avoir un sprint massif du côté de Carcassonne, me semble-t-il. On regarde tout de suite le tourisme du côté de cette journée. Du côté du tourisme, on commence avec la ville de Muret. La ville de Muret qui est donc avec son parc, le parc Clément Ader. Alors il a été fait à l'initiative de Vincent Auriol qui a été maire de Muret, et puis Vincent Auriol ensuite a été président de la France. Alors il faut remonter au niveau des dates. Vincent Auriol, président de la République de 47 à 54. C'est avant René Coty. Voilà, c'est entre De Gaulle et Coty. Ensuite il y a René Coty, ensuite il y a de nouveau De Gaulle. Voilà pour l'histoire de la France. Donc Vincent Auriol qui était maire de Muret, et c'est un hommage à Clément Ader. Voilà, pionnier de l'aviation et inventeur du premier engin volant. Voilà, donc c'est un parc témoin de l'aviation avec des stèles commémoratives qui ornent le parc. Donc vous avez la stèle de la paix, la traversée de l'Atlantique, la traversée de la Méditerranée, des stèles donc faites en l'honneur de Louis Blériot. Vous avez également des stèles en l'honneur de Roland Garros, qui, je rappelle, a survolé la Méditerranée. C'est pas qu'un tournoi de tennis. Lindbergh également, qui avait fait la traversée. Lui, il avait fait la traversée de l'océan Atlantique, je crois, Lindbergh, de tête. À vérifier ça. Attendez, je vais vérifier tout de suite, parce que j'ai un doute sur Lindbergh, Charles Lindbergh. Oui, je crois qu'il avait réussi la traversée de l'Atlantique, oui, voilà. Charles Lindbergh. On poursuit donc avec également le musée Clément Ader et le musée des grands hommes, également dans cette ville de Muret, je rappelle à côté de Toulouse, musée installé dans l'ancienne propriété de Vincent Auriol, qui retrace l'histoire de la ville, avec une salle archéologie, une salle consacrée à la bataille de Muret en 1213, et qui rend hommage aux gens qui ont marqué l'histoire de Muret, notamment Vincent Auriol et Clément Ader, voilà, dont on a Clément Ader, je crois que c'est Ader, c'est Ader, j'ai un doute même sur le nom, c'est Clément Ader, hein, pas Ader, hein, c'est Ader, et Vincent Auriol. Depuis tout à l'heure je dis Ader alors que c'est Ader, hein, pour moi. On poursuit avec une église également du côté de cette ville de Muret, l'église Saint-Jacques. Je vous la montre à l'écran tout de suite. Église Saint-Jacques avec cette photo. J'ai pas réussi à trouver une photo plus belle, hein. J'ai cherché, mais j'ai pas réussi à trouver de belles photos. Qui date du 12e et jusqu'au 16e siècle, pardon, qu'un style roman et gothique languedocien. Alors à l'origine, c'est un style roman et son clocher de style gothique languedocien, donc au XIVe siècle. Et puis elle va renfermer de nombreux trésors, peintures, œuvres d'art. À l'intérieur de la crypte, vous avez d'autres merveilles du patrimoine de Muret. Et on retrouve également la chapelle romane du Rosaire, qui ça rappelle la bataille de Muret en 1213. Et donc l'orgue est classé au monument historique, comme le clocher également depuis 1928. Voilà, du côté de cette commune. On poursuit avec nos digressions peut-être, notre tourisme, notre balade. Du côté de Aunes, voilà, l'abbaye de la Clarté, Dieu, qui a été fondée en 1150. C'est une abbaye cistercienne, donc fondée par des moines cisterciens, sur des terres octroyées par le seigneur de Monceau. Les premiers bâtiments
sont probablement en bois. Il va falloir attendre le début du XIVe siècle pour pouvoir s'achever la construction en dur de l'église et du monastère, qui vont être pillés un siècle plus tard. C'est dommage. Et au début du XVIIe siècle, un premier déclin impose des restrictions et des ventes de terre. Et en 1790, fin de l'abbaye et la dispersion des religieux, la liquidation des terres et des immeubles. C'est vrai qu'après la Révolution française, la religion n'était pas toujours extrêmement bien vue. Hein, et parfois on a perdu même des abbayes, on a détruit des abbayes, des églises à ce moment-là. On suit du côté de cette étape, du côté de Haute-Rive. Haute-Rive, c'est un village assez intéressant à voir. Là, je vous ai montré l'église de Haute-Rive, mais vous avez plein d'autres bâtiments à voir du côté de cette commune, notamment le quartier Saint-Paul, qui conserve un patrimoine médiéval, la maison Malbosque, voilà, qui ont une tour et une façade à colombage, qui sont même inscrites au monument historique, l'hôtel Dieu, Saint-Jacques qui habite le foyer d'éducation populaire, la maison du comte ou la maison d'Elpy également, vous avez une ancienne manufacture royale, enfin voilà. Il y a beaucoup de choses à voir du côté de cette commune, voilà. Du côté donc de Haute-Rive, donc pas très loin de Toulouse. Si vous êtes du côté de Toulouse, vous pouvez aller à Haute-Rive. On poursuit avec cette balade et on va aller à Nailloux. À Nailloux, on a l'église Saint-Martin à Nailloux. Voilà, je vous montre l'intérieur de cette église Saint-Martin, qui est une église gothique. Alors, la particularité à l'extérieur d'avoir une façade en briques qui est encadrée de deux petites tourelles octogones. À l'intérieur d'une est logé l'escalier en spirale. Voilà, et au deuxième étage, vous avez également des petites pyramides qui coiffent les tourelles. Donc c'est une église assez intéressante parce qu'avec un style atypique. Voilà, donc si vous êtes du côté de Nailloux, qui est la ville également où a grandi Fabien Pelous qui a été recordman de sélection en équipe de France, il est toujours recordman de sélection en équipe de France, joueur important, capitaine de l'équipe de France dans les années 2000 notamment. Fabien Pelous, bien, vous pouvez voir ce lieu. Villefranche de Lauragais, on a également une magnifique église que je vous montre par ici. Villefranche de Lauragais, donc c'est pas très loin à côté, avec cette église Notre-Dame de l'Ascension, qui est une église gothique bâtie au XIIIe siècle. Elle a été bâtie après la croisade contre les Albigeois par Jeanne de Toulouse, qui est morte de la peste. Pas de chance pour elle. La façade présente un clocher-mur fortifié de type toulousain, donc d'où le style, toujours avec ces briques atypiques de la région, percé de 2 étages de baies. Le mur est encadré de 2 tours octogonales, et dans l'axe est pratiquée la porte d'entrée en tiers-point. Et vous avez un portail en forme ogivale. Et dans l'abside se trouve un retable du XVe siècle. Voilà. Donc elle est constituée de briques qui ont été cuites dans la tuilerie seigneuriale de Villefranche de Lauragais, avec une argile particulière, ce qui prend cette couleur rosée. C'est même... la couleur, normalement, si vous voulez peindre vos murs de cette couleur-là, il faudra avoir une couleur qui s'appelle le chafrénat. Voilà, c'est le chafrénat. C'est la couleur typique de cette argile dont sont constituées les briques du côté de cette commune. On poursuit avec un château. Il est du côté de Saint-Félix de Lauragais. C'est le château de Saint-Félix, bâti entre le XIIIe et le XIVe siècle, style médiéval. Le château a été transformé ensuite en palais par un frère du pape Jean 22. Voilà, c'est avant Jean 23. Il est plus connu Jean 23 que Jean 22. L'édifice occupe un quadrilatère irrégulier et se compose de bâtiments d'époques diverses, puisqu'on a construit ce bateau au fur et à mesure. Et puis on a rénové également certaines portions de ce château.
Avec, voilà, donc l'état actuel date environ du XVIIIe siècle, hein, pour l'état actuel avec les derniers ajouts au niveau de ce bâtiment. Vous avez également une halle qui date du XVe siècle à l'intérieur de Saint-Félix, Saint-Félix-Lauragais. On poursuit du côté de Revel avec un musée et un jardin. Le jardin et le musée du canal du Midi, parce que ça a été la ville du constructeur du canal de Midi, Pierre-Paul Riquet. Voilà, donc il est situé à proximité de la digue de Saint-Féréol. Le musée jardin du canal du Midi retrace la vie de cet ingénieur de génie et les différentes étapes de la construction de cet ouvrage. Donc voilà, vous avez aujourd'hui un bassin qui permet aux visiteurs d'avoir un cadre de vie préservé, des nombreuses activités estivales, baignade surveillée, jeux aquatiques, voile, promenade, pêche, et puis détente sous des pins. Voilà, après il faut faire attention aux épines de pin parce que ça pique, hein, les épines de pin. C'est pas très agréable les épines de pin. On poursuit avec la montagne noire. La montagne noire, c'est du côté d'Escoussens. Vous voyez, c'est magnifique, hein, la montagne noire. En fait, elle se situe entre 4 départements, cette montagne noire. L'Aude, le Tarn, qui en sont les principaux départements. Et puis vous avez ensuite la Haute-Garonne et l'Hérault qui sont en bordure de cette montagne noire. Massif orienté est-ouest qui présente deux visages, le versant nord abrupt et couvert de forêts sombres, de chênes, de hêtres, de sapins. La ville de Mazamet, chère à Laurent Jalabert, est située au pied de ce versant. Et puis du côté du versant sud, moins abrupt, et qui propose deux principaux pays, le Cabardès, qui s'étend jusqu'à Carcassonne, et le Minervois, à l'est et sur une partie du Lauragais. Vous avez des panoramas, vous pouvez voir également les Pyrénées sur pas mal d'endroits. Et le point culminant du Pic Noir est à 1211 mètres d'altitude dans le département de l'Aude. Voilà. Et il est inclus, cette montagne noire est incluse en partie dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc. On termine du côté de nos pérégrinations avant la ville d'arrivée par la commune de Font-Bruno avec l'ossuaire de Font-Bruno qui sera le sommet de cette étape. Il est composé d'une obélisque de béton de plus de 20 mètres de haut avec en son sommet des bras indiquant des dieux où a combattu le corps franc de la montagne noire, une crypte qui renferme le corps de 13 résistants dont leur chef, le journaliste Roger Montpezat, décédé en 1958, qui avait choisi la montagne noire pour sa forêt sauvage et sa proximité avec des axes susceptibles d'être utilisés par les forces d'occupation. Il a eu à gérer jusqu'à 500 résistants et qui vont se cacher, même 1000 hommes qui vont se cacher dans le maquis. On passe désormais à la ville de Carcassonne. Du côté de Carcassonne, eh bien entendu, on a cette cité médiévale que vous pouvez voir sur les écrans. Cité médiévale qui date même de 300 avant Jésus-Christ, et puis ensuite d'autres constructions qui datent du 11e et du 12e siècle. Donc voilà, la cité médiévale est une ville fortifiée unique en Europe par sa taille et son état de conservation, avec ses 52 tours et ses 2 enceintes concentriques, 3 km de remparts et 2000 ans de conquête par l'empreinte du catharisme et des croisades. Donc voilà, c'est une ville qui a été marquée par les croisades, ça a été une ville très importante. Et puis, c'est surtout au patrimoine mondial de l'UNESCO, on a réussi à conserver pas mal d'éléments de cette ville au fur et à mesure du temps. Et ça, il faut quand même le souligner. Bien entendu, parmi les lieux emblématiques de Carcassonne, vous avez le théâtre de Carcassonne,
Enfin, vous avez, c'est pas du tout le théâtre ce que je vous montre, il y a aussi un théâtre, mais vous avez une activité culturelle assez importante avec du festival, et pas mal de festivals, là vous voyez, dans ce genre d'amphithéâtre, on pourrait dire, où vous pouvez voir beaucoup de concerts pendant l'été du côté de Carcassonne. Et puis vous avez donc également un théâtre qui est plus récent, qui a été créé en 1908, qui n'est pas là. Vous avez donc pas mal de spectacles, 3000 places hein, quand même du côté de ce théâtre. Mais voilà, il y a des lieux importants du côté de la culture. Et puis bien entendu, on va finir du côté de Carcassonne par dire un petit mot du côté du canal du Midi. On en a déjà parlé, ce canal du Midi qui permet de relier dans un premier temps la Méditerranée et puis ensuite la Méditerranée à l'Atlantique au fur et à mesure du temps, qui a été très important dans le transport de marchandises et de personnes. Aujourd'hui, c'est plutôt un canal de plaisance. Il est classé depuis 1996 au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. 240 km de voies d'eau. Ça a été vraiment une prouesse technique réalisée au XVIIe siècle. Voilà, donc en deux temps. Hein. Dans un premier temps, pour rejoindre la Méditerranée, et puis ensuite on s'est dit, oh bah tiens, si on pouvait aussi permettre aux gens de traverser de la Méditerranée à l'Atlantique, ça serait pas mal également. Voilà, et puis bien entendu, vous avez également du vignoble du côté de Carcassonne, avec pas mal de vins, et avec une IGP du côté du vin de la cité de Carcassonne. On poursuit avec la gastronomie, et on va commencer avec cette spécialité qui vient de la commune de Muret. C'est même sur le site du Tour de France, où vous pouvez retrouver des infos supplémentaires du côté du tourisme. Les violettes et les violettines, c'est un bonbon à la violette de la région de Toulouse. Donc voilà, une magnifique friandise élaborée à partir de fleurs fraîches de violette qui sont cristallisées dans le sucre. Alors certaines sont à croquer, d'autres peuvent servir à décorer des desserts. On va les ramasser d'octobre à mars. Et ensuite, on va les tremper dans du sirop, saupoudrer de sucre, les sécher. Alors, les sécher dans un premier temps à 60 degrés pour les déshydrater. Et puis, une partie de ces fleurs va être retrempée dans un sirop de sucre chauffé à 100 degrés. Voilà, et du côté de Muret, vous avez un chocolatier qui propose des violettines. Donc, qui sont des chocolats inspirés des fameuses violettes de la grande voisine Toulouse, hein, parce que je rappelle que Muret, c'est dans la région de Toulouse. Voilà, ces petites fleurs. Vous avez également le pavé du Capitole, hein, un petit chocolat, ce pavé du Capitole. C'est un mélange de chocolat au lait et de praline. Voilà. Alors, qui s'appelle le pavé du Capitole ou le pavé Murtin. J'ai pas réussi à savoir quel était le vrai nom de cette spécialité. Mais voilà, ça ressemble en fait au pavé que vous voyez sur la place du Capitole à Toulouse, du côté donc, de ce pavé muretin. Voilà. Donc vraiment quelque chose à manger, voilà, avec ces petits chocolats tout à fait intéressants et succulents. De toute façon, avec le chocolat, on est rarement déçu. Dans la région, on a également de Carcassonne, la fougasse au graton. Alors, au graton ou friton, hein, également plusieurs noms, ça vient du roussillon. Vous la trouvez chez certains boulangers. En fait, c'est une fougasse, donc une pâte à pain ou une pâte feuilletée. Hein. Moi, les fougasses, je les ai plus souvent vues avec des pâtes à pain, auxquelles on va enrichir de fritons de porc. Parce que c'est vrai qu'on se disait, oh, un petit peu de gras, ça fait jamais de mal. Alors, à l'origine, les paysans ajoutaient à leur fougasse les résidus de saindoux, de fritons et de gratons qu'ils portaient au boulanger pour les faire cuire dans le fameux four à bois communal. Et cette tradition a survécu grâce aux boulangers de la région qui proposent toujours cette fougasse. Voilà, donc c'est vraiment simple mais
croustillant si vous la prenez en pâte feuilletée ou assez moelleux si vous la prenez en pâte à pain. Et puis, bien entendu, l'alcool est à consommer avec modération et surtout ne prenez pas la voiture après, surtout avoir bu de la Micheline, qui est la liqueur emblématique de Carcassonne. Il faut remonter au IVe siècle pour trouver la trace de cette Micheline. Donc voilà, c'est un certain Michelin Boato qui en a été l'inventeur. C'était un élixir de jouvence, voilà. Mais la recette a été perdue. Et en 1858, lors de fouilles dans la tour de l'Inquisition, du côté de Carcassonne, on a retrouvé des parchemins dans un coffret qui révèle la recette de l'élixir de Carcassonne. Et ce parchemin est alors envoyé à Michel Sabatier, qui va préparer selon la recette du XIIIe siècle et qui va donner le nom aux établissements Sabatier qui vont au départ construire cette liqueur, et cette liqueur qui va être reprise par la maison Cabanel en 1900 et qui produit toujours cette Micheline. Alors, elle est fabriquée avec de la mélisse, de la noix de muscade, de la cardamone, une dizaine de plantes et d'épices. Donc voilà, du côté de cette Micheline, bien entendu, c'est une liqueur, donc c'est extrêmement haut en taux d'alcool. Hein. Donc voilà, vraiment faites attention quand vous en buvez. Voilà, c'est très puissant en alcool du côté de Carcassonne. Partie histoire de ce Tour de France. Eh bien, nous allons revenir sur le Tour de France 2004, étape 14. Alors bien entendu, encore une fois, j'ai relu ce qui était marqué du côté de la Grande Boucle, sur le site internet de la Grande Boucle et sur le site Mémoire du cycliste, parce que des fois on pouvait retrouver des vieux journaux du Tour, mais je pense que ASO les a supprimés de YouTube, tout simplement, donc on ne peut plus les trouver à cause des droits d'auteur. Mais bon, je pense que quand ça date d'il y a 20 ans, voilà, on pourrait laisser ces vieilles archives. Surtout que si elles étaient trouvables sur le site d'ASO, ça se saurait. Si on pouvait visionner ces archives, ça se saurait. Et ça serait intéressant quand même que du côté d'ASO, on puisse de temps en temps visionner des vieilles étapes du Tour de France. Parce que on aime bien aussi découvrir le passé d'une discipline. Certains aimeraient peut-être bien découvrir cette époque de la Vauclair Mania, de la première Vauclair Mania en 2004, et du fait qu'il y ait des enfants comme moi qui aient voulu acheter pendant des mois et tanner leurs parents pour acheter des produits brioche la boulangère alors qu'on n'en trouvait pas dans la région. Bon, étape entre Nîmes et Carcassonne à ce moment-là de la course. Thomas Vauclair est toujours maillot jaune, mais il n'a plus que 22 secondes d'avance sur Lance Armstrong qui va récupérer ce maillot quelques jours après. Le temps est caniculaire au départ de cette étape et le rythme va être intense en début de journée avec beaucoup d'attaques et également un fort vent de côté. 3 équipes roulent en tête de peloton, la Lotto pour McEwen, la Quick-Step pour Boonen et l'US Postal pour Armstrong. On a une première échappée de 20 coureurs, mais qui ne va pas durer très longtemps car l'US Postal décide de faire un coup de bordure. Mais au kilomètre 34, une échappée arrive à sortir avec Fletcher, Jean-Cyril Robin, qui a été dans l'équipe d'Armstrong, Christophe Edalen et Hitor Gonzalez de la Fassa Bortolo qui décident de s'échapper alors qu'ils sont dans la première bordure. Leur aventure va durer une vingtaine de kilomètres avant d'être repris. Une chute va se produire au ravitaillement avec Nicolas Portal et Jean-Patrick Nazon, tous les deux chez AG2R. Voilà, et on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ils se sont un peu rentrés dedans du côté du ravitaillement. Ça arrivait assez souvent. Alors là, il y a eu le problème de Brian Cocard, mais c'est vrai qu'à une époque, dans les zones de ravitaillement, il y avait toujours un truc qui se produisait. Voilà, il y avait toujours des chutes, c'était toujours un petit peu le bordel dans les zones de ravitaillement. Le peloton va se calmer aussi, et ce qui va permettre la création d'une nouvelle échappée de 12 coureurs, mais qui va être encore reprise. Et c'est lorsque cette échappée va être reprise que Nicolas Jalabert, le coureur de la Fonac, le frère de Laurent, va contrer ce groupe et il va être l'instigateur de la bonne échappée. Il est rejoint par 9 coureurs, Bottero de la T-Mobile, Landaluz et Martinez de la Euskaltel, González de Galteno pour la Liberty Seguros, de nouveau Hitor Gonzalez du côté de la Fassa Bortolo, Pierrick Fedrigo, qui je me souvenais pas qu'à l'époque il était chez Crédit Agricole, hein, Pierrick Fedrigo. Moi j'avais zappé ce moment au Crédit Agricole. Moi je pensais qu'il avait démarré chez Jean-René Bernodeau. Vous avez également Vrolich
du côté de la Gerolsteiner, Lotz de la Rabobank et Christophe Mangin de la Française des Jeux. Cette échappée qui prend très vite de la marge, à 70 km de l'arrivée, elle a 4 minutes 50. L'avantage de ce groupe, c'est qu'il n'est pas dangereux pour les générales. Le mieux placé est déjà à 37 minutes 50, donc autant vous dire que Brioche la Boulangère fait un petit tempo et que du côté des équipes de sprinters, j'ai l'impression qu'on est en mode récupération. Et donc cette échappée va pouvoir se battre pour la victoire parce que c'est à 15 km de l'arrivée, le groupe de tête à 13 minutes 50 d'avance et on va pouvoir se concentrer sur la tactique. À 9 km de l'arrivée, c'est Heitor González qui décide de sortir avec Pierre-Yves Fedrigo, mais derrière on commence à se regarder. Mais on va revenir sur ce petit groupe, mais l'Espagnol va relancer à 7 km de l'arrivée. Et là, le jeune Français n'arrive pas à suivre. À 2 km de l'arrivée, Mangin et Jalabert s'organisent, mais c'est déjà trop tard. Ils ne reviendront pas sur le coureur de la Fassa Bortolo. Et dans le peloton, RAS, c'est toujours Thomas Voeckler qui possède ce maillot jaune pour une journée supplémentaire. Alors, Heitor González, c'est une carrière éclair, une carrière extrêmement courte, de seulement de 98 à 2005. Vainqueur d'étape sur les 3 grands tours, 6e du Giro en 2002. Il sera vainqueur du Tour d'Espagne la même année. Et en 2004, il est déjà sur le déclin et surtout, il n'est plus en odeur de sainteté dans la formation Fassa Bortolo, qui l'avait recruté à Ponda avec très cher et qui n'a pas forcément eu de retour sur investissement. L'après-carrière, lui, va être compliqué parce que sa carrière va s'arrêter en 2005 parce qu'il va être suspendu pour dopage. Sauf que cette suspension sera annulée 8 mois après, mais aucune équipe ne décidera de le reprendre. À ce moment-là, on est aussi au tout début de la Puerto, donc c'est vrai que les coureurs espagnols n'étaient vraiment plus en odeur de santé au tout début de l'affaire Puerto. Voilà. Et il va en plus avoir quelques problèmes avec la justice ensuite. Le cycliste du jour, on va parler de Thomas Perroton d'Arte. C'est un cycliste handisport qui a remporté une médaille d'or lors du contre-la-montre aux Jeux paralympiques du côté de Paris, médaille d'argent du côté de la course en ligne. Il avait déjà remporté une médaille d'argent au championnat du monde à Glasgow en 2023 sur cette même course en ligne, champion d'Europe également en 2022 et en 2023. Voilà, également des titres de champion de France. Voilà. Alors c'est un coureur qui a eu... pourquoi il est devenu handisport? Parce qu'en fait il a subi un grave accident de scooter, un grave accident avec un scooter alors qu'il participait au Tour de Tahiti. Il va avoir de multiples fractures et surtout un hématome au cerveau. Il va reprendre la compétition 7 mois plus tard, mais il va refaire une nouvelle chute à l'entraînement en étant percuté par une voiture arrêtée, en percutant une voiture arrêtée au milieu de la route. Et là, il va avoir un problème neurologique à ce moment-là et il va se mettre au paracyclisme. Voilà, et vu le niveau qu'il avait déjà chez les amateurs, du côté du paracyclisme, il a fait des merveilles. Voilà. Maintenant, son objectif, c'est d'être champion du monde, désormais, du côté de Thomas Perroton d'Arte. Parce que c'est le seul titre qui lui manque, champion olympique, mais pas encore champion du monde. On passe à la météo du côté de cette étape. Alors une météo, il va falloir la carte parce qu'elle va être assez évolutive, cette météo, dans la journée, du côté de cette étape qui arrive à Carcassonne, en partant de Muret. Début de journée, on devrait être sous le soleil. Mais plus on avance dans l'étape, plus on aura des nuages, et notamment à partir de Villefranche de Lauragais, notamment on aura pas mal de nuages, et surtout plus on va se rapprocher des différentes montées, où là on aura même possiblement des orages. Et puis plus on se rapproche de Carcassonne, plus on aura de nouveau du soleil. Du côté des températures, on sera entre 28 et 31 degrés au mieux dans la journée. Et pour le vent,
La force du vent sera entre 15 et 35 km/h. En début de journée, on aura plutôt du vent de nord-ouest. Et puis ce vent de nord-ouest, il va se transformer ensuite en vent d'ouest. Comme ça. Et puis sur la fin, vers Carcassonne et sur les dernières parties de course, on aura du vent de nord qui sera de dos. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un vent qui va pas mal changer de sens sur l'étape. Donc il va falloir être extrêmement attentif du côté des coureurs pour éviter les coups de bordure. Mais je ne suis pas sûr qu'on en ait. Parce que je crois qu'on a déjà suffisamment d'écart au général pour ne pas avoir besoin d'avoir des coups de bordure. Mais du côté de l'échappée, il faudra faire attention. La stratégie, je pense qu'on aura une échappée assez nombreuse qui va réussir à partir, mais qui va ensuite se recomposer dans le pas du 100. La question est de savoir est-ce qu'un coureur arrivera à partir en solitaire. C'est vrai qu'au pas du 100, le vent est encore de côté, mais ensuite il passe vent de dos. Donc il faudra voir dans la descente. Est-ce que c'est pas dans la descente où un coureur arrivera à partir et arrivera à tenir jusqu'au bout du côté de Carcassonne, mais il va falloir être bon tactiquement et surtout il va falloir faire les bonnes attaques au bon moment et pas s'éparpiller du côté de cette étape. Du côté de mes favoris, eh bien je mets Quinn Simmons, ça va être très en forme. Je me dis qu'il est suffisamment fort pour que ses erreurs tactiques ne soient pas un problème. Voilà, du côté de Quinn Simmons. Axel Laurence, forcément il sera suivi en cas de petit sprint, mais il est capable, lui, de faire très mal. Pas forcément dans le pas de 100, mais dans la portion après, sur la relance, où là, peut-être que certains courants n'arriveront pas à remettre du braquet. Et puis, je mets Harrison Sweeney. J'aurais pu mettre Benelli, hein, j'ai hésité. Mais j'ai mis Harrison Sweeney, pourquoi? Il est en très grande condition physique. Et je me dis, pourquoi pas le coureur de la Lotto qui a l'air d'être très costaud. En grosse cote, Alaphilippe, qui a fait un bon contre-la-montre. Donc pourquoi pas du côté de Julien, s'il est en forme sur cette fin de deuxième semaine. Programme télé, départ fictif, 13h20, départ fictif qui sera assez court, elle durera 10 minutes. Neyou, à 139 km de l'arrivée entre 14h09 et 14h12. Saint-Félix-Lauragais, le sprint intermédiaire à 109 km de l'arrivée entre 14h46 et 14h53. La côte de Sorèze en troisième catégorie à 82 km de l'arrivée entre 15h28 et 15h39. Le pas du 100 à 53 km de l'arrivée, le sommet de ce col de deuxième catégorie entre 16h05 et 16h21 pour une arrivée prévue entre 17h08 et 17h29. Nous on se retrouvera juste après pour faire le débrief rapidement en short et puis ensuite le débrief sur YouTube aux alentours de 21h. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.